Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal sur CCTV français. On commence sans plus tarder avec les principaux titres de l'actualité. Le président américain Barack Obama a prononcé son discours final sur l'état de l'Union après 7 ans à la présidence des États-Unis. L'attaque terroriste survenue mardi sur un site touristique populaire d'Istanbul a fait 10 morts et 15 blessés, 12 étrangers. Le premier tour des pourparlers à 4 organisé à Islamabad s'est terminé mardi et continuera lors d'un deuxième tour le 18 janvier à Kaboul. Dans un contexte de différend territorial avec la Chine, la Cour suprême des Philippines s'est prononcée en faveur de l'accord de défense signé en 2014 avec les États-Unis. La fluctuation du yuan et la récente instabilité des marchés boursiers chinois incitent les investisseurs de la classe moyenne chinoise à diversifier leurs actifs. On commence ce journal avec les États-Unis où le président Obama a prononcé son discours final sur l'état de l'Union après 7 années de présidence. Un discours à plusieurs volets, dont la politique étrangère, l'économie, la sécurité, le changement climatique, l'éducation et bien d'autres thématiques. Et c'est bien par l'économie qu'il a débuté. Nous sommes au milieu du plus grand élan de création d'emplois au sein du secteur privé. Plus de 14 millions de nouveaux emplois, le taux de croissance le plus élevé depuis les années 90 et un taux de chômage réduit de moitié. Notre industrie automobile a tout simplement connu sa meilleure année. Le secteur manufacturier a créé près de 900 000 nouveaux emplois au cours des 6 dernières années. Et nous avons fait tout cela en réduisant nos déficits de près des 3/4. D'autres sujets traités ont inclus l'accès raisonnable à l'éducation pour chaque Américain, ainsi que davantage d'efforts et d'investissements pour combattre le changement climatique, ce qui comprend accélérer la transition depuis les énergies sales. Il a également mis l'accent sur l'importance des soins médicaux, et ce par le biais de la mise en œuvre de la sécurité sociale et du programme Medicare. Obama a souligné le besoin d'une direction américaine forte et il a appelé la prochaine administration à faire davantage pour combattre le terrorisme, dont le groupe État islamique, et faire du pays un territoire en sécurité pour tous les Américains. Alors que nous nous concentrons sur la destruction du groupe État islamique, car sur toutes ces revendications, c'est bien une troisième guerre mondiale qui est entre leurs mains. Des masses de combattants à l'arrière de pick-up et des âmes tordues qui complotent dans des appartements ou des garages, ils posent un énorme danger pour les civils, ils doivent être stoppés. Mais ils ne menacent pas notre existence nationale. Le Premier ministre turc annonce que toutes les victimes de l'attaque de hier, mardi, sur un site touristique populaire d'Istanbul sont des étrangers. Le gouvernement précise que l'assaillant est entré récemment en Turquie depuis la Syrie et qu'il était lié au groupe État islamique. Notre correspondant Natalie Carney nous en dit plus. Istanbul est la dernière ville turque à être frappée par le terrorisme. L'assaillant est parvenu à s'introduire dans un groupe de touristes composé de 33 citoyens allemands qui visitaient l'obélisque de Théodosius sur la place Sultanahmet, proche de la Mosquée Bleue. Aux alentours de 10h20 heure locale, il s'est fait sauter, tuant 10 personnes et en blessant 15 autres. La police est parvenue à identifier l'assaillant. Il s'agit de Nabil Fadli, 28 ans, syrien d'origine et né en Arabie Saoudite. Le gouvernement pense qu'il était membre de l'organisation terroriste État islamique, aussi appelée Daesh. Nous ne reculerons pas dans notre combat contre Daesh. Notre résolution à lutter contre toutes les organisations terroristes reste intacte. L'une des sources principales du terrorisme aujourd'hui, c'est le conflit en Syrie. La Turquie est l'un des pays les plus affectés par cette situation. Des ambulances se sont rapidement dirigées vers le lieu de l'attaque, tandis que la police récupérait les enregistrements des caméras de surveillance et que les enquêteurs parcouraient la zone à la recherche de preuves. De nombreux commerces du district très peuplé de Sultanahmet ont témoigné avoir senti le sol trembler suite à l'explosion. Nous étions ici lorsque soudain il y a eu une grosse explosion. Le sol a tremblé et les gens ont commencé à courir. De la fumée montait dans le ciel. La police nous a dit qu'il y avait de nombreux blessés et ils nous ont demandé de ne pas traverser la route. C'est arrivé près d'un groupe de touristes. Cela va lourdement affecter le tourisme. La saison n'a pas encore commencé et déjà des réservations ont été annulées. C'est très mauvais.
Il y a eu l'explosion et les gens se sont mis à crier et à courir. Certains sont tombés par terre. Non. Puis la police est venue, les ambulances également. C'était la panique générale, les femmes criaient. Les gens couraient en direction de leurs hôtels. Après l'explosion, l'Allemagne et le Danemark ont demandé à leurs ressortissants d'éviter les zones touristiques bondées de la ville. Pendant ce temps, la police antiterroriste a arrêté 24 membres présumés du groupe État islamique dans le sud-est du pays. Malgré des centaines d'arrestations, la Turquie a été critiquée de ne pas en faire assez pour stopper l'organisation terroriste tout en combattant férocement les séparatistes kurdes. C'est avec une attention prudente qu'un semblant de normalité est revenu dans ce centre touristique habituellement très vivant. La communauté internationale a fermement condamné les attaques de mardi, comme elle l'a fait suite aux attaques d'Ankara l'an dernier et de Suruk, qui ont fait plus de 130 morts. Alors que la Turquie continue de combattre le terrorisme sur plusieurs fronts, les citoyens, eux, paient le prix fort, et ce jusqu'à ce que les touristes reviennent en Turquie, mais cela pourrait prendre un certain temps. Une conférence de presse a été organisée mardi à Kaboul par les autorités afghanes à l'issue de leur participation au premier tour des pourparlers à 4 dans la capitale pakistanaise, Islamabad. La réunion a pour objectif de redémarrer les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les représentants des talibans. La Chine participe également à ces discussions aux côtés de l'Afghanistan, du Pakistan et des États-Unis. Dans ce processus, la Chine a deux rôles spécifiques à jouer. L'un est de s'assurer que la Chine peut fournir une légitimité au processus. Et de manière plus importante, la Chine surveille le processus. Le fait qu'il y ait les États-Unis et la Chine, cela donne de l'assurance. Les parties prenantes ont appelé à mettre fin au conflit en Afghanistan. Elles se sont également mises d'accord pour maintenir des rencontres de manière régulière afin de faire avancer le processus de paix et de réconciliation. Un deuxième tour de discussion devrait se tenir le 18 janvier à Kaboul. La première rencontre face à face entre les talibans et le gouvernement afghan a eu lieu en juillet au Pakistan. Mais la deuxième rencontre a été annulée après la révélation de la mort du chef des talibans, le Mollah Omar. Dans le même temps, la Chambre des représentants américains a adopté une législation visant à imposer des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée en réponse à son essai nucléaire. Il est indiqué que la mesure invitera le président américain à prendre des sanctions contre ceux qui s'engagent dans des transactions avec la RDC. Les transactions interdites comprennent les armes de destruction massive, les armes, les objets de luxe, le blanchiment d'argent, la contrefaçon et les violations des droits de l'homme. La législation donne également au président l'autorité de sanctionner quiconque s'engagerait dans des transactions financières qui supporteraient les activités interdites de la RDC et le développement de son industrie Internet menaçante. Le Sénat américain doit également se prononcer sur une législation similaire dans les prochaines semaines. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye a qualifié les essais nucléaires réalisés par la RDC de provocation sérieuse et d'affront intolérable. Elle a fait ses commentaires lors d'une allocution télévisée ce mercredi. Madame Park a aussi incité la communauté internationale à réagir de différentes façons. Elle a déclaré que la reprise de la diffusion de messages propagande dans les zones frontalières est un outil efficace de guerre psychologique pour contrer cette provocation. La semaine dernière, la RDC prétend avoir testé avec succès sa première bombe à hydrogène. La Corée du Sud a repris ses messages de propagande diffusés grâce à des haut-parleurs situés près de la frontière de la RDC 2 jours après les essais nucléaires en guise de représailles. La Cour suprême des Philippines s'est finalement prononcée sur la légalité de l'accord de défense avec les États-Unis signé en 2014 après l'avoir écarté à 2 reprises. Le vote final a enfin obtenu une écrasante majorité de oui. Voyons ce que cela signifie pour les pays et la région entière. Il s'agit de l'un de ces ports de transit. Ici, le USS Texas, un sous-marin d'attaque marine, est le 3e sous-marin américain à se mettre à quai à Subic Bay, au nord de la capitale philippine de Manille, au cours des 5 derniers mois.
Dernièrement, les navires de la marine américaine ont effectué de fréquents arrêts dans le pays et davantage de soldats américains ont participé à des exercices conjoints bien plus que précédemment. Et cela, tout comme le destin de l'accord de coopération sur la défense améliorée ou EDCA, signé entre les Philippines et les États-Unis en 2014, était dans les limbes. Jusqu'à ce mardi, où la Haute Cour des Philippines a statué sur sa légalité. Si vous observez le modèle de développement ici aux Philippines, entre les États-Unis et les Philippines, vous verrez que tout ce qui est expliqué dans l'accord EDCA s'est déjà produit avant la mise en œuvre de l'accord. Le DCA va intervenir pour légaliser tout ce qui se passe ici. Et cette base légale est devenue officielle mardi quand la Cour suprême a déclaré qu'il n'était pas besoin de l'approbation du Sénat. Si un accord entre en vigueur aux Philippines par la voie présidentielle sans être le premier accord établi, cela met simplement en œuvre l'accord existant et donc il n'a pas besoin d'être un traité. Il peut s'agir d'un accord exécutif, ce que la Cour a décidé. Toute expansion de la présence militaire américaine aux Philippines pourrait signifier davantage pour les soldats américains et actifs partout dans le pays. Mais en tant qu'ancienne base militaire américaine, Sepik Bay est l'une des options les plus viables. Elle se trouve aussi en face de la mer de Chine méridionale. Le différend territorial en mer de Chine méridionale est considéré comme l'une des forces poussant les Philippines et les États-Unis à forger des liens militaires étroits. Les efforts de la nation insulaire visant à renforcer ses forces armées reposent principalement sur l'aide étrangère, principalement venant des États-Unis. Et malgré cela, des activistes anti-américains ont insisté sur le fait que l'accord ne bénéficie pas au pays et autorise l'établissement illégal de bases. En vertu de l'accord, les États-Unis peuvent occuper et utiliser les installations militaires existantes. Ils peuvent même en construire de nouvelles, des pistes de décollage, de nouveaux ports, de nouveaux bâtiments, tout cela pour un usage militaire. Donc maintenant, si vous ne considérez pas cela comme des installations militaires américaines, alors de quoi s'agit-il? Et une présence militaire américaine élargie, c'est ainsi que la surnomment les responsables philippins, est quelque chose qu'ils peuvent désormais officiellement mettre en œuvre sans entrave juridique. Retour sur le plateau de CCTV français, je passe tout de suite la parole à mon collègue Jonathan pour la suite de ce journal avec des nouvelles sur la Chine. Bonjour Jonathan Thune. Et oui, on va commencer par des nouvelles sur le commerce extérieur. Les exportations chinoises ont grimpé de manière inattendue en décembre, pendant que les importations ont baissé de façon modérée, ce qui suggère que la chute de la devise chinoise commence à stimuler la compétitivité dans le plus important marché commercial du monde. Les données provenant de l'administration générale des douanes a montré mardi que les exportations chinoises ont grimpé de 2,3% sur une base annualisée en décembre, tandis que les importations ont chuté de 4%. Cela a créé un excédent commercial de 382 milliards de yuans pendant le mois de décembre. Pendant l'année 2015, cependant, les exportations de la Chine ont baissé d'1,8% sur une base annualisée, tandis que les importations ont dégringolé de 13,2%. L'excédent commercial s'est élevé à 3 690 milliards de yuans. L'administration a expliqué que la baisse du prix des matières premières et la diminution de la demande mondiale avaient contribué à cette baisse tant pour les exportations que pour les importations l'année dernière. Le plus important planificateur économique de la Chine, la Commission nationale pour le développement et la réforme, a publié les données économiques de 2015. Le porte-parole de la CNDR, Li Pumin, a déclaré que la croissance du PIB des 3 premiers trimestres de l'année a atteint 6,9%. Dans l'ensemble, la croissance totale de l'année a atteint 7%. 24 indices de base de développement social et économique ont atteint leurs objectifs. Les indices de l'environnement et de la sécurité sociale ont surpassé leurs attentes. Une esquisse du 13e plan quinquennal de développement national économique et social de 2016 à 2020 a été créée par la Commission nationale du développement et de la réforme. Elle mettra en relief les nouveaux concepts d'innovation, de coordination, d'écologie, d'ouverture et de partage, de réformes structurelles et de réforme de la société. La croissance économique de 2015 a été stable et l'objectif de croissance a été atteint comme prévu. Le développement sera la principale priorité de 2016 grâce aux réformes structurelles, en particulier celle de l'offre et de la demande, et ce en encourageant l'innovation publique, l'entrepreneuriat de masse et d'autres politiques pour consolider les secteurs de faible croissance et cultiver un nouvel avantage compétitif. En Chine, la forte pollution de l'air fait que l'on parle de plus en plus des véhicules électriques. Selon le ministère chinois des Transports, les gaz d'échappement génèrent 31% de la pollution de l'air.
C'est pourquoi le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait récompenser les villes qui atteindraient les objectifs de vente de véhicules électriques. Zhou Yujie a acheté sa seconde voiture en octobre dernier. Il s'agit d'un véhicule hybride du constructeur chinois BYD. La voiture peut rouler 80 km sans essence. Chaque jour de la semaine, Zhou Yujie fait 20 km pour aller travailler, mais sa voiture a rechargé dans un parking souterrain et la récupère après le travail pour rentrer chez lui. J'ai acheté cette voiture à cause des aides du gouvernement local, qui inclut une subvention conséquente et une plaque gratuite. Le prix de la voiture est passé de 280 000 à 218 000 yuan grâce aux aides. En plus des subventions et des exemptions de taxes, le gouvernement central également a baissé le seuil technique de construction des véhicules verts et libéralisé les canaux financiers des constructeurs. Pour le PDG de Danzai, une co-entreprise de BYD et Daimler, ces mesures sont plus que positives. L'expansion du marché des voitures électriques en Chine a aidé à améliorer les techniques de fabrication des principaux composants, ainsi que du véhicule dans son ensemble. De nombreux constructeurs automobiles ont lancé des véhicules dotés d'une large autonomie. Ceci signifie que les technologies de stockage se sont améliorées et le gouvernement encourage la montée en gamme de tout le secteur. Je pense que d'ici 3 à 5 ans, la totalité des véhicules électriques auront des performances équivalentes aux voitures à essence en termes de kilométrage, sécurité et fiabilité. En attendant, l'autonomie reste le principal souci des détenteurs et acheteurs potentiels des véhicules électriques en Chine. Le marché est tiré par les aides publiques. Il est donc relativement faible et il est difficile d'installer des stations de chargement, en particulier dans les villes très peuplées telles que Beijing, Shanghai et Guangzhou. L'autre difficulté est la technologie de stockage. La capacité à réduire les coûts n'est pas élevée. Il est difficile d'obtenir des réductions de coûts équivalents aux véhicules à essence. Donc, à l'avenir, le gouvernement va devoir réfléchir à la manière de garantir un niveau de demande minimum au fur et à mesure de la réduction des subventions. La Chine prévoit d'avoir 5 millions de véhicules propres sur ses routes d'ici 2020 dans le cadre des objectifs environnementaux du 13e plan quinquennal. Ceci en ayant une diminution des subventions de l'ordre de 40% sur la même période. Des objectifs ambitieux, mais nécessaires si la Chine veut tenir ses engagements en matière d'environnement. Même si la Banque centrale tente par tous les moyens de favoriser la stabilité du yuan, les Chinois qui ont beaucoup d'épargne sont toujours à la recherche d'alternatives pour faire des placements à l'étranger et réduire les risques pour leurs investissements. Zhong Jung possède environ 3 millions de yuan en investissement, principalement dans des actions d'entreprises en Chine et à l'étranger. Même s'il est professeur de finance dans une université de Shanghai, il sent toujours le besoin d'obtenir l'aide de professionnels lorsque vient le temps d'investir à l'extérieur du pays. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des conseillers qui sont en mesure de nous donner de bonnes options d'investissement pour nous aider à choisir les bonnes catégories d'actifs et les occasions de placement à l'étranger. Le besoin pour les investisseurs comme M. Zhong d'obtenir plus d'alternatives à l'étranger prend de l'ampleur avec la fluctuation du yuan et l'instabilité des marchés boursiers chinois. Le renminbi a perdu 6% de sa valeur face au dollar américain l'année dernière et a déjà reculé de 1,5% dans les premières semaines de 2016. L'indice composé de Shanghai a chuté de plus de 10% la semaine dernière. Rien ne sera facile. Si vous voulez avoir plus de retours sur investissement, vous devez prendre plus de risques. Mais il y a une exception à cette règle, et c'est avec la diversification. Vous devez choisir plus d'actions, plus d'obligations, plus de pays, plus de classes d'actifs. Le niveau de risque est donc plus faible et cela réduit les risques sans engendrer de coûts supplémentaires si vous construisez votre portefeuille correctement. La demande pour les investissements à l'étranger a rapidement progressé l'année dernière. Plusieurs Chinois ont investi dans des fonds gérés par des institutions financières profitant du programme d'investisseurs intérieurs en Chine qui leur permet d'investir 90 milliards de dollars à l'étranger. Cette somme a été presque entièrement utilisée par les institutions financières l'année dernière. Quelques fonds ont dû arrêter de vendre ce produit parce qu'ils avaient atteint leur quota. Les gens qui connaissent bien cette industrie disent que les investissements dans les marchés étrangers, qui ne sont pas arrimés au marché chinois, peuvent aider les investisseurs à diminuer les risques.
Nous pouvons observer que l'économie est entrée dans un nouveau cycle. C'est pour cela que nous recommandons les actifs de la zone euro en raison de la force du dollar américain. La pression déflationniste met un frein sur les marchés en développement. Donc la recommandation est peut-être d'investir dans des obligations américaines à haut rendement. Les investisseurs de la classe moyenne en Chine représentent un marché important pour les institutions financières, en Chine et à l'étranger. Le magazine Forbes China a écrit que depuis la fin de l'année dernière, le pays avait plus de 15 millions de personnes détenant 114 000 milliards de yuan dans des actifs financiers et que ce nombre progresse de presque 8% à chaque année. Le géant chinois Wanda a fusionné mardi avec le studio hollywoodien Legendary, la plus grande acquisition pour un groupe chinois à l'étranger à ce jour. Wanda a racheté le studio Legendary pour 3,5 milliards de dollars, soit 23 milliards de yuan. Thomas Tull reste le président directeur général de Legendary et va continuer à diriger les affaires courantes. Legendary a produit certains des plus grands blockbusters de l'histoire du cinéma américain, comme la trilogie Batman, Inception, Very Bad Trip ou encore Jurassic World. Ces productions ont rapporté 12 milliards de dollars dans le monde entier. Et la sortie de Warcraft et la Grande Muraille, le plus gros film à être entièrement tourné en Chine, s'apprête à sortir sur les écrans. À la cérémonie de signature à Beijing, le président de Wanda, Wang Jianlin, a déclaré que les acquisitions n'allaient pas s'arrêter là. Legendary Entertainment possède un grand nombre de droits de propriété intellectuelle. La compagnie a produit de nombreux blockbusters et elle mérite bien son nom. La valeur de l'acquisition ne se borne pas à l'industrie du cinéma comme beaucoup le pensent. La différence entre les industries cinématographiques américaines et chinoises est encore gigantesque. Mais le plus important est que nous produisons des films basés sur la culture chinoise. Près de 60% des films chinois sur le marché sont des productions locales et c'est la tendance en Chine. Et c'est la fin d'aujourd'hui, la Chine. Liang Tatun, je vous rends la parole. Merci Jonathan, et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CCTV français.